Une maison célèbre trône, silencieuse, sur les collines de Provence, autrefois remplie de musique, aujourd'hui noyée dans le silence. C'est ici que Charles Aznavour est mort, entouré d'oliviers, de chansons inachevées et de secrets précieusement gardés pendant des décennies. Mais peu savent ce que renfermaient réellement ces murs. Une caravane offerte par les Gypsy Kings, un studio caché et une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros, discrètement abritée du fisc par une société luxembourgeoise créée dans le plus grand silence. Et derrière cette élégance, un héritage soigneusement planifié qui a même surpris le gouvernement français. Pourquoi s'est-il vraiment installé en Suisse? Qui a hérité de tout cela? Et pourquoi son nom ne figurait-il pas dans les annonces immobilières? Entrons dans les coulisses. Une vie en chansons et en lumière. Né Chanour Vaguinac Aznavourian en 1924, dans le quartier latin à Paris, Charles Aznavour a vu le jour dans l'ombre de l'exil et de la résilience. Ses parents, Misha Aznavourian, ancien baryton originaire de Géorgie, et Knar Bagdasaryan, actrice originaire de ce qui est aujourd'hui la Turquie, étaient des survivants du génocide arménien de 1915. Leur passé tragique n'était jamais loin, et il a profondément influencé la sensibilité du jeune Charles, ainsi que son attachement viscéral à l'identité, à la langue et à la mémoire, des thèmes qui hanteront toute son œuvre musicale. La famille tenait un modeste restaurant arménien rue de la Huchette, en plein cœur du 5e arrondissement. Là, l'air embaumait les plats faits de maison, les voix d'artistes de passage, d'acteurs et d'émigrés. Une maison remplie d'histoires et de chansons, mais pas de luxe. Aznavour décrira plus tard son enfance comme pauvre sur le plan matériel, mais riche en art, dans un univers où tout était théâtre. Dès l'âge de 9 ans, Aznavour quitte l'école pour monter sur scène sous le nom raccourci de Aznavour, déterminé à subvenir aux besoins de sa famille et à se construire un avenir dans le spectacle. Il débute au théâtre et dans des revues, avant de décrocher de petits rôles au cinéma et de danser dans les cabarets parisiens. Les débuts sont marqués par les rejets. On lui reproche sa voix trop nasale, sa petite taille et son physique jugé trop atypique. Mais tout change dans les années 1940, lorsqu'il croise la route d'Édith Piaf, alors reine incontestée de la chanson française. Piaf voit en lui ce que d'autres n'ont pas su déceler. Une profondeur émotionnelle, une ténacité, un don pour l'écriture. Elle le prend sous son aile, l'emmène en tournée aux États-Unis et au Canada, et surtout, le pousse à écrire ses propres chansons, à parler de ses propres blessures. Elle ne s'est pas contentée de m'aider, dira-t-il plus tard. Elle m'a forcé à devenir qui j'étais. Il ne se contente pas de relever le défi. Il redéfinit la chanson française. En plus de 70 ans de carrière, Charles Aznavour compose et enregistre plus de 1400 chansons, chante en 9 langues et devient un pont entre les continents et les générations. Ses textes sont de véritables poèmes, traitant de l'amour non réciproque, de la vieillesse, de l'exil et de la vulnérabilité. Contrairement au romantisme flamboyant de nombreux chanteurs masculins de son époque, Aznavour chante depuis les failles, les maladresses, les cœurs brisés. Il rend la mélancolie à la fois élégante et poignante. Des titres comme « La Bohème » ou « Hier encore » deviennent des hymnes. La Bohème, ode nostalgique à la jeunesse et à la pauvreté de Montmartre, devient l'hymne des rêveurs du monde entier. Comme ils disent, l'un des premiers titres français à évoquer ouvertement l'homosexualité avec compassion et dignité sort en 1972, bien avant son temps. Son audace à aborder des sujets tabous avec humanité lui vaut non seulement une large admiration, mais aussi le respect en tant qu'innovateur lyrique. On le surnomme souvent le Sinatra français, et à juste titre, tous deux possédaient cette voix râpeuse, ce phrasé chargé d'émotion, et ce charisme tout en retenue. Mais Aznavour fut encore plus prolifique en tant qu'auteur. Il ne se contentait pas d'interpréter, il créait.
Ses chansons sont reprises par Juliette Gréco, Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Liza Minnelli, Mireille Mathieu et bien d'autres. Ces mots traversent les océans, apparaissent dans des bandes originales de films, séries télévisées et même des morceaux de rap. En plus de la musique, Aznavour mène une carrière remarquable au cinéma, avec plus de 80 films à son actif. Il connaît la consécration dans Tirer sur le pianiste de François Truffaut, où il incarne un pianiste tourmenté, un rôle en parfaite résonance avec sa propre palette émotionnelle. Il collabore avec Claude Chabrol, Atom Egoyan et joue dans Le Tambour, qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger en 1979. Mais son influence dépasse le cadre artistique. Il utilise sa notoriété pour défendre la cause arménienne, notamment après le tremblement de terre de 1988 qui ravage une grande partie de l'Arménie. Il cofonde la Fondation Aznavour pour l'Arménie, récolte des millions d'euros pour l'aide humanitaire et devient en 2009 ambassadeur d'Arménie en Suisse, ainsi que délégué permanent auprès de l'ONU à Genève. En 2008, il obtient la nationalité arménienne et devient un symbole fort de la diaspora. Vénéré par les légendes, admiré par toutes les générations, Aznavour continue de chanter jusque dans ses 90 ans. Sa dernière tournée débute en 2014 et ne s'achève que quelques semaines avant sa mort. « J'arrêterai quand je mourrai », répétait-il souvent. En 2017, à 93 ans, il reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une rareté pour un artiste français. Parmi ceux qui l'admiraient, figure Bob Dylan, qui déclara un jour « Aznavour m'a soufflé la cervelle », après l'avoir vu sur scène. Sting, Céline Dion, Liza Minnelli et Placido Domingo comptaient parmi ses plus fervents admirateurs. Même Frank Sinatra reconnaissait en interview qu'Aznavour était l'un des plus grands paroliers de leur époque. Le dernier rideau. Le matin du 1er octobre 2018, un lourd silence planait sur la demeure tant aimée de Charles Aznavour à Mouriès, un paisible village niché dans la région des Alpilles, au sud de la France. Connue de ses proches sous le nom de la Maison des Oliviers, la propriété était un sanctuaire personnel, entouré d'oliviers, baigné de lumière provençale, empli des souvenirs d'une vie longue et exceptionnelle. Ce jour-là, inquiète de ne percevoir aucun bruit, sa gouvernante entra dans sa chambre et le trouva allongé paisiblement dans son lit. Il était décédé dans la nuit. La cause officielle du décès, confirmée par l'autopsie, fut un arrêt cardio-respiratoire, probablement provoqué par un œdème pulmonaire aigu, une accumulation soudaine de liquide dans les poumons, souvent liée à une défaillance cardiaque. Charles Aznavour avait 94 ans, et pourtant, sa mort fut un choc. Quelques jours auparavant, il parlait encore de remonter sur scène. Il venait d'annuler un concert au Japon en raison d'une fracture de l'humérus, mais avait rassuré ses fans en leur promettant un retour. Son agenda pour 2019 prévoyait une tournée mondiale. De son propre aveu, il n'avait aucune intention de prendre sa retraite. La réaction en France fut immédiate et bouleversante. L'annonce de son décès envahit les chaînes d'information. Ses chansons, notamment La Bohème et Hier encore, inondèrent les ondes. L'Élysée annonça rapidement un hommage national. Le président Emmanuel Macron lui rendit un hommage solennel et émouvant aux Invalides, un geste rare, généralement réservé aux héros militaires et aux icônes nationales. Les mots de Macron traduisirent le chagrin collectif. Charles Aznavour a accompagné 3 générations. Ses paroles furent pour des millions un baume, un remède, une consolation. La cérémonie réunit des personnalités de France et d'Arménie, dont le président arménien Armen Sarkisyan et le premier ministre Nikol Pachinian, illustrant la double identité culturelle d'Aznavour et son engagement profond pour la cause arménienne. Les anciens présidents français Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient présents, tout comme de nombreux artistes, musiciens et membres de la famille. Le moment le plus émouvant arriva lorsque le cercueil d'Aznavour,
recouvert du drapeau tricolore, fut porté au son bouleversant de sa propre voix chantant « Emmenez-moi ». Un silence recueilli envahit la foule alors que les paroles « Emmenez-moi au bout de la terre » résonnaient comme l'écho de son dernier voyage. Après l'hommage national, des funérailles privées furent célébrées à la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris. Fidèle à son désir de discrétion et de modestie, la cérémonie se déroula dans l'intimité. Le 6 octobre 2018, Charles Aznavour fut inhumé au cimetière historique de Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. Un lieu chargé de sens, ses parents y reposèrent déjà, ainsi que son fils Patrick, décédé tragiquement d'une overdose à l'âge de 25 ans. À l'ombre des cyprès centenaires et des pierres tombales couvertes de mousse, le plus grand chansonnier de France trouva son dernier repos, non loin de Paris, mais assez loin pour reposer en paix. Ce qu'il laisse derrière lui. Parmi les nombreux trésors que Charles Aznavour a laissés derrière lui, aucun n'est aussi chargé d'émotions que les maisons qu'il avait imprégnées de musique, de mémoire et de sens. Au premier rang figurait son havre de paix dans le sud de la France, un lieu qu'il appelait affectueusement la Maison des Oliviers. Située dans le village discret de Mouriès, près de Saint-Rémy de Provence, cette propriété provençale s'étendait sur plus de 30 000 mètres carrés de terrain, entouré d'oliviers centenaires que l'artiste entretenait lui-même avec passion. Sur ces terres, il produisait entre 300 et 500 litres d'huile d'olive par an, des bouteilles qu'il offrait à ses proches. Un luxe rustique issu des mains d'une légende mondiale. Mais il ne s'agissait pas d'une simple maison de campagne. La villa elle-même faisait plus de 660 mètres carrés, comptait 11 pièces élégamment décorées, dont 9 chambres, 4 salles de bain, une piscine intérieure et un studio d'enregistrement secret où Aznavour composa encore à plus de 90 ans. Une touche personnelle y était apportée par sa petite-fille, une roulotte bohème offerte par Chico des Gypsy Kings, apportant une note fantaisiste et nomade à un jardin méticuleusement aménagé. Ce domaine était aussi un lieu de retrouvailles pour des amis de longue date comme Michel Drucker ou Michel Leb, avec qui il partageait marchés locaux et dîners tranquilles sous les oliviers. C'était son paradis, se souvient un voisin. Un endroit où le monde extérieur ne pouvait pas entrer. Après sa mort, la propriété fut discrètement mise en vente pour 2,45 millions d'euros. L'annonce ne mentionnait pas le nom du propriétaire, sans doute par discrétion, ou pour éviter d'influencer le prix avec l'effet célébrité. Mais les habitants de la région savaient. Ils savaient que c'était la maison où Charles Aznavour avait vécu ses derniers jours, et où les ultimes notes d'une vie légendaire s'étaient fondues dans le souffle du Mistral. Mais Mouriès ne représentait qu'une partie de son héritage profondément enraciné. Si ce lieu détenait son cœur, le centre de sa vie quotidienne et de la gestion rigoureuse de son patrimoine, se trouvait à Cologny, en Suisse. Bordant le lac Léman, sa résidence principale était une villa blanche immaculée aux volets verts, dotée d'une large terrasse et d'une vue imprenable sur l'eau. « Quand je viens ici, disait-il en souriant, je ne dis pas « Home sweet home », je dis « Home Swiss home ». Cette maison suisse était bien plus qu'un simple refuge fiscal. C'était un bastion de calme pour un artiste ayant traversé la guerre, les rejets, les scandales et une célébrité mondiale. À l'intérieur, la villa était raffinée mais profondément intime. Des pièces remplies de livres, de miroirs dorés, d'un piano à queue noire brillant et d'un studio privé où des centaines de bandes tapissaient les murs, des décennies de travail non publié, de maquettes et d'idées enregistrées dans la solitude. La maison offrait un équilibre subtil entre élégance et chaleur, entre rigueur et émotion. Aznavour avait quitté la France au début des années 1970, à la suite de différends fiscaux avec l'administration, une affaire qui l'avait profondément blessé. « Je suis parti en colère », avouera-t-il plus tard. « Ça m'a fait mal. » Pourtant, il n'a jamais renié sa nationalité,
ni demander la nationalité suisse malgré plus de 40 ans passés à Genève. La France a donné une vie à mes parents, disait-il. Je ne pourrai jamais trahir cela. À sa mort en 2018, la fortune de Charles Aznavour était estimée entre 100 et 145 millions d'euros. Une somme vertigineuse pour un artiste qui chantait souvent la fragilité de la vie et ses joies éphémères. Mais Aznavour n'avait pas seulement bâti une fortune par la gloire, il avait érigé un empire grâce à sa ténacité, son génie multilingue et une gestion avisée. Le socle de cet empire repose sur l'ampleur stupéfiante de sa discographie. Plus de 180 millions de disques vendus dans le monde, dont 15 millions rien qu'en France. Son œuvre comprend plus de 1400 chansons, traduites dans de nombreuses langues, dont au moins 1000 qu'il a lui-même écrites ou coécrites. Il ne s'agissait pas de simples tubes éphémères, mais de standards intemporels de la chanson, du jazz et de la pop, interprétés par lui et repris par des artistes comme Frank Sinatra, Céline Dion ou Elton John. Ces morceaux trouvent encore écho dans des endroits inattendus. Le titre « Parce que tu crois » a été samplé par Dr. Dre dans What's the Difference, introduisant ainsi la voix d'Aznavour à toute une nouvelle génération via le hip-hop. D'autres échantillons et interpolations sont apparus dans les œuvres de Bad Bunny, Passy ou The Beatnuts, montrant l'impact culturel mondial de sa musique, de Paris à Porto Rico, en passant par Los Angeles. Chacune de ces utilisations génère des revenus de droits d'auteur, qu'Aznavour avait minutieusement organisés pour qu'ils profitent à sa famille. Outre les ventes de disques, ces tournées représentaient une autre source majeure de revenus. Il a donné des milliers de concerts dans plus de 110 pays, remplissant des salles prestigieuses comme Carnegie Hall, l'Olympia ou le NHK Hall de Tokyo. Ces dernières tournées, notamment celle d'adieu entre 2014 et 2018, furent de véritables triomphes commerciaux, d'autant plus remarquables qu'ils continuaient de se produire sur scène à plus de 90 ans, un exploit rarissime. S'ajoutaient à cela ses investissements immobiliers, non pas de simples demeures somptueuses, mais des biens stratégiquement situés en France, en Suisse et en Californie. Son domaine de Mouriès, sa villa au bord du lac à Colonie et son ancien chalet près de Cran-sur-Sierre représentaient tous des actifs de plusieurs millions d'euros, acquis bien avant l'envolée du marché immobilier. Ces biens n'étaient pas que des résidences. Ils faisaient partie d'une vision patrimoniale à long terme, et cette vision allait au-delà des pierres. En 2007, Aznavour fonda discrètement la société Abricot SA, une holding basée au Luxembourg chargée de gérer ses droits d'auteur et ses royalties. Cette structure lui permettait d'optimiser légalement sa fiscalité, notamment sur les revenus générés à l'international. Elle lui offrait aussi la possibilité d'organiser sa succession de manière à éviter les écueils du droit successoral français, notoirement complexe et contraignant. Cette organisation, selon les enquêtes de Mediapart et Le Soir, garantissait que la majorité de ses revenus de droits musicaux puissent revenir à ses descendants à l'abri des conflits juridiques et d'une fiscalité excessive. Et l'héritage continue de rapporter. En 2023, le catalogue musical de Charles Aznavour génère encore environ 10 millions d'euros par an, un chiffre impressionnant qui reflète la diffusion continue à la radio, le streaming, les rééditions physiques, les licences dans les films et séries, ainsi que divers projets posthumes. Selon un rapport de Radio France, 50% de ces droits d'auteur sont directement reversés à ses héritiers, tandis que le reste revient aux maisons d'édition et sociétés de gestion. Ces revenus devraient rester stables, voire augmenter, à mesure que de nouvelles générations découvrent Aznavour grâce aux plateformes numériques et à la synchronisation dans les médias. Sa présence sur Spotify, Apple Music et YouTube connaît une croissance notable, avec des millions d'auditeurs mensuels dans le monde entier. De son vivant, Aznavour restait modeste quant à sa richesse. « L'argent, je m'en fous, j'en ai », confiait-il aux Parisiens en 2017. Mais il n'était pas imprudent. Il réinvestissait intelligemment,
se faisait plaisir avec des luxes simples, comme sa passion pour les gadgets et les chaussures, et partageait généreusement. Il a fait d'importants dons à des causes arméniennes, financé des centres culturels et apporté une aide directe après le séisme dévastateur de 1988 en Arménie. Pour lui, l'argent n'était pas un symbole de statut, mais un outil pour protéger sa famille, promouvoir sa culture et faire vivre son art. Et grâce à cette planification méticuleuse, la légende de Charles Aznavour ne se limite pas à l'immortalité artistique, elle est aussi pérenne sur le plan financier. Sa voix s'est tue, mais ses mots, sa musique et la richesse qu'ils ont engendrée continueront de résonner à travers les générations. Comment Aznavour a protégé sa famille des projecteurs. Dans un monde où la mort des célébrités engendre souvent des guerres d'héritage et des batailles judiciaires médiatisées, la succession de Charles Aznavour fait figure d'exception, une leçon de prévoyance et d'unité familiale. Contrairement aux querelles qui ont déchiré les héritiers de Johnny Hallyday ou d'autres icônes françaises, la transmission de l'héritage Aznavour s'est faite sans conflit public, et ce n'est pas le fruit du hasard. Mon testament est en place depuis 30 ans, avait-il révélé lors d'un de ses derniers entretiens à l'émission 7 à 8. Je ne veux pas qu'on se batte pour une cuillère ou une fourchette. C'est ridicule, et c'est ce qui arrive tout le temps. Ce n'était pas une peur abstraite. Aznavour avait vu de ses propres yeux les dégâts que l'argent peut causer dans une famille. Il était déterminé à épargner cette douleur à ses enfants. Au cours de sa vie, il a eu 6 enfants. Patricia et Charles, issus de son premier mariage avec Micheline Rugel, Katia, Misha et Nicolas, nés de son union avec le mannequin suédois Ulla Torssell, et Patrick, né d'une brève liaison avec une danseuse de cabaret au début des années 1950. Patrick ne fut reconnu officiellement que bien plus tard, et il mourut tragiquement d'une overdose à 25 ans. Cette perte a hanté Aznavour jusqu'à la fin de sa vie. Les 5 enfants survivants ont hérité à parts égales de sa fortune, une décision rendue possible grâce à la structure juridique sophistiquée qu'il avait mise en place des décennies auparavant. Au cœur de ce dispositif, Abricot SA, une société enregistrée au Luxembourg en 2007. Sur le papier, il s'agissait d'une société classique de gestion de droits. En réalité, c'était un bouclier juridique brillant, conçu pour protéger sa famille des lourdes taxes successorales françaises et pour assurer des transferts de patrimoine fluides et optimisés à l'échelle internationale. Le choix d'Aznavour d'opérer via le Luxembourg avait suscité la controverse de son vivant. Dans les années 1970, il avait été poursuivi par le fisc français pour évasion fiscale. Bien qu'il n'ait jamais été condamné, cette affaire l'avait profondément marqué. « J'ai quitté la France très en colère », déclara-t-il un jour. « Elle m'a blessé. » Cependant, il a toujours nié vouloir échapper à ses obligations. « J'ai toujours payé mes impôts en France pour ma musique », écrivait-il d'une porte à l'autre. Que les envieux prouvent le contraire. Plutôt que de miser sur le secret, Aznavour avait opté pour la transparence au sein de sa famille. Dans des interviews après sa mort, son fils Misha parlait ouvertement de l'harmonie entre frères et sœurs. « On gère tout en équipe », déclara-t-il à Gala en 2025. Chacun a son rôle, gestion du catalogue, licence, projet d'hommage, droit numérique. On se coordonne. Il n'y a pas de compétition, pas d'ingérence. Cet équilibre n'est pas dû au hasard. Aznavour, perfectionniste dans l'âme, avait attribué des rôles spécifiques, mis en place des protocoles de décision communes et veillé à ce qu'aucun héritier ne puisse dominer les autres. Contrairement à de nombreuses stars qui procrastinent ou s'en remettent à des promesses orales, Aznavour avait abordé la succession avec la même rigueur que l'écriture de ses chansons. Et cela a porté ses fruits. Les 5 héritiers gèrent aujourd'hui ensemble un patrimoine composé de droits musicaux mondiaux, de millions d'euros de redevances, de biens immobiliers de grande valeur et d'une marque héritée en plein essor. Avec des revenus annuels estimés à 10 millions d'euros et un catalogue qui continue d'être samplé, streamé et repris à l'échelle mondiale, la famille Aznavour reste unie, non seulement dans le profit,
mais aussi dans l'intention. Finalement, le plus grand héritage d'Aznavour n'est peut-être ni une chanson ni un bien immobilier, mais l'exemple qu'il laisse, celui d'un artiste ayant su protéger sa musique et les siens du chaos que la célébrité peut entraîner. Même après sa mort, Charles Aznavour a laissé bien plus que des souvenirs. Il a laissé un silence enveloppé de chansons, un héritage ancré dans la pierre et les oliviers. De sa maison abandonnée à Mauriès, aux richesses de son empire structuré, chaque détail de son départ reflète un homme qui a prévu, aimé, et n'a jamais cessé de créer. Et vous? Quelle chanson d'Aznavour vous bouleverse encore aujourd'hui? Saviez-vous qu'il avait préparé son testament des décennies avant sa mort? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres héritages méconnus.